Je voudrais vous convier à vous asseoir. Bienvenue à cette session intitulée Conséquences socio-économiques, politiques et sanitaires de la sous-alimentation et de la malnutrition. Mes félicitations aux organisateurs du forum d'avoir choisi ce thème qui est d'une énorme importance pour le développement de notre région. Je souhaite aussi les remercier d'avoir donné l'opportunité à mon organisation, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus connu sous le nom d'UNICEF, de présider cette importante session où nous allons faire un peu le point de la situation, regarder les progrès accomplis et identifier les solutions innovatrices pour accélérer nos efforts, faire baisser la malnutrition et atteindre les objectifs de développement durable. Laissez-moi vous rappeler que nous avons 60 petites minutes pour notre session. Les panélistes se sont engagés à faire des présentations brèves, maximum 7 minutes, ce qui donnera le temps peut-être à l'Assemblée de poser quelques questions. Nous y répondrons et après, chaque panéliste donnera une recommandation clé pour nous permettre d'aller de l'avant. Et j'annonce aux panélistes que quand je montre comme ça veut dire 30 secondes pour finaliser, de façon à ce que nous ne répétions pas les délais du premier panel. Quelques mots d'introduction de ma part, très brève, pour dire que cette session sur la malnutrition est plus que pertinente pour l'Afrique en général et pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en particulier, là où la malnutrition chronique représente un véritable fléau économique et de développement. Elle contribue à 45% des décès d'enfants de moins de 5 ans, elle réduit le développement cognitif et intellectuel de celles et ceux qui survivent, et elle serait responsable d'entre 3,5 et 16,5% de perte du PIB. De ce fait, nous pouvons vraiment dire que la malnutrition chronique est une urgence silencieuse pour le développement de la région. Et alors que le reste du monde a réduit le nombre d'enfants qui souffrent de retard de croissance, on est passé de 198 millions en 2000 à 151 millions en 2017, la tendance en Afrique de l'Ouest et du Centre est allée en sens inverse. Et nous avons eu une augmentation de 6 millions d'enfants atteints de malnutrition chronique. On est passé de 23 à 29 millions pendant la même période. C'est-à-dire que si nous continuons avec les mêmes approches qu'au cours des 20 à 30 dernières années, nous ne pourrons pas inverser la tendance actuelle et mettre fin à la malnutrition. Il nous faut donc absolument innover et mettre en place des programmes de nutrition intégrés, multisectoriels et des stratégies novatrices. Et c'est un peu ce que le panel va discuter en ayant des éminentes personnalités qui viennent de backgrounds très différenciés, vous allez voir. L'autre point clé que nous, UNICEF, nous souhaitons mettre sur la table est la nécessité de placer les adolescents au centre de notre action. Parce que je voudrais attirer votre attention sur le fait que la malnutrition dans notre région a le visage d'une jeune fille, et plus particulièrement celui d'une mère adolescente. Et je ne peux donc que saluer le choix de ce forum gallien d'avoir mis les femmes à l'honneur. Pour vous donner juste quelques statistiques rapides, dans notre région, jusqu'à 8% des adolescentes souffrent de retard de croissance, 40 à 64% de celles qui sont âgées de 15 à 19 ans souffrent d'anémie, et comme 28% d'entre elles tombent enceintes avant l'âge de 18 ans, nous avons donc un risque accru du double fléau de la malnutrition chez la mère adolescente et chez son nouveau-né, car la proportion d'enfants malnutris est beaucoup plus élevée chez les enfants nés de mères adolescentes. Et donc, pour inverser cette tendance, il nous faut des solutions innovantes, multisectorielles, holistiques, qui offrent, de notre point de vue, une place centrale à la jeune fille à travers la prévention de la malnutrition chez les adolescentes. Et donc, notre plaidoyer est que cet aspect s'ajoute à ceux qui sont plus classiquement associés à la lutte contre la malnutrition, c'est-à-dire l'alimentation du nourrisson, la bonne santé des enfants de moins de 5 ans et l'attention et les soins pendant la petite enfance. Il s'agit en fait de penser différemment et d'introduire des innovations programmatiques qui incluent, au-delà de
des aspects de santé, alimentation et ce qu'on appelle le care en anglais, des efforts également pour retarder l'âge du mariage et donc de la première grossesse, l'éducation qui contribue de façon très importante à une meilleure nutrition. Et dans notre région, plusieurs pays ont déjà commencé à innover dans ces domaines et nous devons continuer de travailler ensemble. Parmi ces pays, il y a le Libéria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, Mali, Niger, Tchad, Bénin et Ghana. Par exemple, au Ghana, ils ont mis en place un programme de nutrition pour les filles en milieu scolaire qui vise à réduire l'anémie, donner aux adolescentes des informations essentielles sur la santé et la nutrition et améliorer la performance scolaire. On peut parler de win-win multisectoriel. Et finalement, les expériences montrent que les technologies innovantes telles que la téléphonie mobile, les réseaux sociaux, représentent un outil incontournable pour pénétrer le monde des jeunes et informer, éduquer, engager les adolescents et adolescentes comme acteurs et actrices dans nos efforts pour réduire la malnutrition. Donc avec ce petit panorama et cet appel à focaliser les efforts sur la prévention et les réponses de nutrition avec un accent sur les jeunes filles, nous allons passer aux présentations de nos distingués panélistes, en commençant par le professeur Salimata Ouad, qui est nutritionniste, professeur titulaire de physiologie, nutrition et alimentation humaine à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop, également membre de l'Académie nationale sciences et techniques du Sénégal, et professeur Ouad a dirigé pendant de nombreuses années le laboratoire de nutrition de la FST avec beaucoup de résultats. Donc, professeur, en tant qu'enseignant-chercheur, les résultats de vos recherches ont influencé de nombreux pays dans le cadre de l'amélioration de leur politique nutritionnelle. Donc, quels sont les principaux obstacles à la recherche? Quelles solutions préconisez-vous pour intégrer les résultats de cette recherche et améliorer la lutte contre la malnutrition? Merci. Merci, Madame la directrice régionale de l'UNICEF. Monsieur le ministre de l'Agriculture de co-chairer cette session. Je regrette vraiment son absence. Mesdames et messieurs les étudiants, chers étudiants, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier le professeur Eva Marie Kolsek de m'avoir associé à cet important forum, la remercier à mon nom propre et au nom de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Diapositive. Alors, pour répondre à vos questions, je vais brièvement vous présenter 3 résultats sur la malnutrition chronique, issus d'une enquête nationale de notre agence de statistiques et de nos recherches au laboratoire de nutrition, la dernière étant particulièrement récente. Ce travail d'abord, avant tout, parler de ce qu'on appelle le retard de croissance. La malnutrition chronique, ce n'est pas seulement que le retard de croissance. Vous allez le voir, le retard de croissance. Comme disait Madame la directrice de l'UNICEF, le retard de croissance est alarmant. Et si vous regardez la carte du Sénégal, ce retard de croissance, est particulièrement alarmant au niveau du sud du Sénégal et au niveau de l'Est. On atteint des taux de retard de croissance de 32% à Kédougou et des retards de croissance au centre de 26%. La deuxième problématique de la malnutrition chronique sont les carences en micronutriments. Dans une enquête que nous avons menée en 2011 pour le compte du Comité de fortification des aliments en micronutriments au Sénégal, donc une enquête nationale, où nous avons utilisé des mesures biologiques pour mesurer chez les femmes 15 à 49 ans et chez les enfants entre 12 et 59 mois, la carence en fer, la carence en zinc et la carence en vitamine A. Et vous voyez que la carence en fer touche 82% des enfants. La carence en zinc
qui a été mesurée pour la première fois en Afrique de l'Ouest par des méthodes biologiques, touche 58% des femmes et 43% des enfants. Problème alarmant. Troisième problème, l'obésité infantile. Nous venons juste de publier dans le bulletin de l'OMS un travail en commun avec notre laboratoire et un groupe régional où on montre que si on utilise l'indice Body Mass Index, c'est l'indice de masse corporelle, supérieur à 2 Z-score pour définir l'obésité, et qu'on compare cela avec des méthodes plus modernes de mesurer la composition en graisse et en muscles chez les enfants, c'est-à-dire la masse grasse et la masse maigre, on se rend compte que dans la plupart des pays, dont le Sénégal, où ces mesures ont été faites, on sous-estime de 3 fois l'obésité infantile. Donc nous avons ici des problèmes de malnutrition chronique éminemment alarmants dans l'Afrique et particulièrement dans l'Afrique de l'Ouest. Alors, solutions, il fallait réfléchir à des solutions. À la recherche donc de solutions qui sont basées sur des preuves, mon équipe et d'autres ont mis en place un projet de ferme à Sagna, dans la région de Kaffrine que nous avons vu tout à l'heure, pour y tester l'impact de l'agriculture sensible à la nutrition sur la malnutrition chronique au cours des 1000 premiers jours de vie. Voilà. Cette étude, en fait, a été menée pour renforcer les capacités en recherche de l'Université de Dakar, en agroécologie, parce que nous y avons mis de la patate douce à chair orangée associée à la culture de Moringa oleifera. Nous avons aussi mis un système de communication, éducation, avec des sociologues, et un système de mesure d'impact, parce que on fait beaucoup de choses, on ne mesure pas l'impact, donc on ne peut pas savoir si ces choses ont une validité ou pas. Et cette fois-ci, cette mesure d'impact se fait en utilisant des isotopes stables. La deuxième particularité de ce projet est que nous avons combiné nos efforts. Le partenariat-ship, c'est l'UCAD, l'université le laboratoire de nutrition avec le laboratoire de biologie végétale, mais aussi l'ISRA, qui est l'Institut de recherche agronomique du Sénégal, l'IFAN, où travaillent les sociologues, l'ANIDA, qui met la ferme, c'est pour ça que je voulais que le ministre de l'Agriculture soit là, l'ANIDA, le ministère de la Santé, qui s'occupe de la santé en général des populations, et quelques universités belges. Nous partagerons bien entendu les résultats de cette étude avec l'ensemble des partenaires du Sénégal. Et pour le moment, un étudiant en doctorat est là-dessus. Nous sommes en train de regarder les résultats et les résultats semblent beaucoup prometteurs. Alors, que faut-il? Qu'est-ce que je dois recommander? Qu'est-ce que je recommande? Alors, la première chose que je recommande, c'est qu'il faut s'appuyer sur ce qui existe déjà. Nous n'avons pas assez de capacités humaines en nutrition, alimentation. Et nous en avons besoin au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Enseignement supérieur, au ministère de la Santé, à la primature qui gère la CLM. On n'en a pas. Or, on a une formation en nutrition et alimentation humaine mise en place à l'UCAD qui a bénéficié de l'accréditation nationale, régionale et internationale. Il faut donc mettre en valeur cette formation. Et je dis au gouvernement, il faut recruter. Tous les nutritionnistes sortis de cette formation travaillent à l'UNICEF, à la FAO, dans les ONG. Mais le gouvernement ne recrute pas. Donc un recrutement au niveau de tous les ministères concernés. La deuxième chose, donc ça c'est un des obstacles. La deuxième chose c'est que, après avoir passé 25 ans d'expérience en nutrition et alimentation humaine, dans la recherche et dans la formation, il nous faut créer, mettre en place un institut national de recherche en nutrition et alimentation humaine. Ou alimentation, tout simplement. Parce que les efforts sont dispersés. Le ministère de la Santé fait de la nutrition. Le ministère de l'Agriculture en fait ou n'en fait pas. L'université forme ou ne forme pas. Tout le monde est dispersé. Et dans cet institut de recherche, les efforts des organismes bilatéraux, FAO, UNICEF, seront là pour qu'on puisse définir ensemble des stratégies, pour qu'on puisse réfléchir ensemble et qu'on puisse mettre ensemble nos capacités humaines et nos capacités techniques pour vraiment résoudre ce problème qui est un problème
alarmant de la malnutrition chronique. En dernier lieu, je dirais simplement que ce centre sera l'unique point focal pour les priorités nationales pour combattre et prévenir la malnutrition chronique dont les conséquences sont actuellement les maladies chroniques liées à l'alimentation, diabète et hypertension. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur. Vous êtes dans les temps à 19 secondes près. Continuons sur cette lancée. C'était très intéressant. Notre second orateur reprend le thème que vous avez soulevé du partenariat, de mettre tous les intervenants ensemble. Et nous allons donner la parole à Monsieur John Andriana-Risata, qui représente ici la BAD. Vous voulez parler de votre siège. Monsieur Andriana-Risata est la voix d'un acteur important également, basé au Bénin, la BAD, en tant que partenaire financier qui s'investit beaucoup pour aider les pays africains dans la santé et la nutrition. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les atouts et les principaux obstacles au partenariat public-privé essentiels à faire avancer notre agenda, et qu'est-ce que vous pouvez proposer comme innovation pour mieux prendre en compte la politique nutritionnelle et alimentaire au sein des politiques publiques? Merci beaucoup, Madame la Présidente du panel, représentante régionale de l'UNICEF. Comme introduit, je suis le représentant résident pour la Banque africaine de développement au Bénin. Mes premiers mots sont de remercier déjà la Fondation Galien pour ce premier Galien Afrique et qui rejoint le thème principal de la BAD qui est de transformer l'Afrique. Avant de commencer, je voulais juste savoir dans l'assistance, est-ce que les représentants du secteur privé peuvent lever la main, s'il vous plaît? Merci. Il y a assez nombreux. J'avais espéré un peu plus parce que je vais parler de quelque chose qui sonne bien aux oreilles du secteur privé. La disponibilité de la banque à financer le secteur privé. Tout d'abord, je voudrais vous présenter quelques points sur ce qu'est la Banque africaine de développement. Une petite piqûre de rappel est toujours nécessaire des fois. Et donc, je représente ici son Excellence Monsieur Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement. Première chose à savoir, c'est que la Banque africaine de développement, ou plus communément appelée BAD, est la première institution africaine de développement. Et elle agit en tant que partenaire technique et financier, suivant 5 axes stratégiques que nous appelons toujours les I5. Quand vous regardez la main comme ça, il y a 5 doigts, il y a 5 priorités de la BAD qui sont rejointes là-dessus. La première priorité est d'éclairer et fournir de l'énergie en Afrique. La deuxième priorité, c'est d'industrialiser l'Afrique. La troisième priorité, c'est d'intégrer l'Afrique. La quatrième priorité, nourrir l'Afrique. Et la cinquième priorité, qui est mise en avant en dernier lieu, est d'améliorer la qualité de vie des Africains. Dans chacun de ces domaines stratégiques, la banque, la BAD, donc, a mis en place des politiques et plans de mise en œuvre. Mais il faut bien noter que ces 5 priorités ont une base transversale commune qui est constituée par, d'abord, le soutien aux genre, ensuite, le renforcement de la résilience des États, et enfin, une convergence vers la nutrition et la sécurité alimentaire. Comme vous le voyez si bien, donc, tous ces thèmes rejoignent notre thématique d'aujourd'hui. Ainsi, par exemple, quand je demandais la participation du secteur privé à ce panel,
Je voudrais vous rappeler que lors du Forum de l'investissement en Afrique qui s'est tenu à Johannesburg du 6 au 8 novembre 2018, la Banque a rappelé à tout le monde, à tous les participants, à tous les États, un besoin d'investissement fort du secteur privé dans tous les domaines du développement de l'Afrique, y compris dans celui de la santé et de la nutrition. Passé cette introduction que je pense nécessaire pour que chacun ait les mêmes informations, je voudrais aussi rappeler que le terme de partenariat public-privé désigne en fait les contrats par lesquels les pouvoirs publics et les entreprises privées s'engagent à construire et ou gérer ensemble des infrastructures, des services et des prestations relevant habituellement du secteur public. Le partage des responsabilités, des droits et des risques entre l'institution publique et le secteur privé, donc, sont répartis dans un cadre légal. Néanmoins, il est important pour nous de faire attention car le terme de PPP, donc partenariat public-privé, peut recouvrir un très large éventail de types de modèles. Parfois, il s'agit de construire et de transférer, de construire et d'opérer, et parfois d'opérer simplement. Mais cela nécessite beaucoup de choses. Quels sont les atouts du PPP? En 4 éléments principaux que je vais résumer et que nous pourrons développer à loisir, les atouts du PPP sont un élargissement de l'offre. On n'en a pas beaucoup parlé des besoins d'aller dans les différents recoins de l'Afrique, mais avec un partenariat public-privé, on est sûr d'aller dans tous les endroits et d'offrir la plupart des services. Le PPP permet aussi d'augmenter les ressources disponibles par un effet de levier. Le PPP permet aussi d'avoir une redevabilité partagée entre le public, le privé et les bénéficiaires. Et enfin, je ne tournerai pas longtemps là-dessus, c'est que, d'après les exemples qui existent, les atouts principaux du PPP sont une efficience et une efficacité. Quels sont les défis qui nous attendent dans la mise en place de ces PPP? Le premier défi, et qui est de taille, c'est la mise en place d'une législation collaborative dans les pays. Il est clair que, comme j'ai dit tout à l'heure, que les PPP sont très larges, chaque pays y voit à sa porte, mais une législation doit être mise en place pour permettre une clarification des règles du jeu. Le deuxième défi qui existe dans le PPP, c'est la disponibilité des compétences, non seulement dans le montage des PPP, mais aussi et surtout dans la complexité des actions à mettre en œuvre, que des fois je ne voudrais pas trop prendre en contre-pied ma grande sœur qui a parlé tout à l'heure des compétences disponibles, mais en étant un nutritionniste au sein de l'université, on ne travaille pas de la même manière comme en étant un nutritionniste dans un PPP. Il y a des compétences à développer. Ces 2 points ajoutent à un troisième défi qui est la clarté de l'intervention. Ainsi, de nos jours, on voit des PPP qu'on ne sait plus si c'est un service public ou un service privé et qui renvoient à l'obligation de clarifier la législation en cours. Un dernier défi qui est à relever et qui parfois on oublie parce qu'on est pressé par le temps, c'est justement le calendrier d'intervention de chacun. Il est nécessaire de bien se mettre en place pour discuter quel calendrier nous souhaitons mettre en œuvre et comment y aller. Cela étant, les PPP existeront toujours, comme je disais tout à l'heure, mais je voudrais mettre en avant quelques points pour permettre de mieux prendre en compte la politique nutritionnelle et alimentaire au sein des politiques publiques pour nous permettre justement d'avancer vers ces PPP.
La première chose qui a été déjà annoncée, je ne vais pas vraiment citer des choses nouvelles, mais qui sous-tendent vraiment comment on peut avancer dans le PPP. La première chose, c'est de reconnaître que la nutrition, l'alimentation, sécurité alimentaire n'est pas un domaine dans un silo restreint. Nous avons besoin d'intervenir dans les différents champs, dans les différentes manières, ce qui implique une approche multisectorielle. Et une politique multisectorielle ne peut se mettre en œuvre que s'il y a un leadership de haut niveau dans le pays, c'est-à-dire au moins à la primature ou à la vice-présidence ou même au niveau du président de la République. C'est le premier point vraiment essentiel si nous voulons avancer dans cette intervention. Ainsi, pour soutenir ce premier point d'approche de multisectorialité, la Banque africaine de développement a récemment approuvé pour la mise en œuvre d'un plan multisectoriel de la nutrition en Afrique. Et avec ce plan de multisectoriel en Afrique, la Banque a aussi lancé l'initiative des dirigeants africains pour la nutrition. Nous espérons que ces outils seront relayés par tous ceux qui sont présents ici pour amener notre activité au niveau de décision. Le deuxième point que nous voulons mettre en avant sur les innovations en tant que telles, c'est que il était très important que ma sœur ait parlé des études qui étaient tout à l'heure. Mais c'était, je dirais, des études très spécifiques, pointues, qu'on doit amener à une vie plus pratique. On parle souvent de carence en zinc, mais est-ce que nous savons combien ça coûte à une famille quand elle est carencée en zinc? Je voudrais bien comprendre. J'ai peut-être le chiffre quelque part, mais on ne sait pas. Il est nécessaire d'avoir les études vraiment poussées pour savoir donc quel est l'impact économique de cette sous-nutrition. Quand j'étais jeune étudiant, un de mes professeurs disait toujours qu'un peuple carencé ne peut que donner des enfants en déficit de neurones, ce qui diminue la productivité et maintient le cycle de sous-développement. Mais il n'a jamais pu nous dire que ça réduisait de combien le PIB du pays. Si on a ça, je pense que tout le monde va se bouger pour aller dans ce sens. Le troisième point que nous voudrions mettre en avant dans ces innovations, qui ne sont pas des innovations parce que je me souviens du même travail que j'ai fait il y a quasiment 28 ans dans le secteur de la nutrition, c'est que tout ce que nous allons décider, tout ce que nous voulons faire, tout l'argent que nous voulons mettre ne servira strictement à rien si le statut de la femme n'est pas mis en avant et modifié. Pourquoi? En effet, comme il a été déjà dit par le président du panel, il y a le problème de ces jeunes femmes mères. Mais au-delà de ces jeunes femmes qui sont mères, il y a plusieurs problèmes. Parce que moi, je suis fier d'avoir été élevée et éduquée par ma mère. Mais si elle n'avait pas un bon travail, si elle n'avait pas ses revenus pour m'éduquer, je pense que je n'aurais pas été aujourd'hui avec vous. Donc, tout cela, nous devons mettre en avant le rôle de la femme et de lui donner les moyens pour qu'elle puisse élever, éduquer son enfant sans souffrir de la malnutrition. Pour conclure, je voudrais donc vous indiquer que ce n'est pas seulement qu'on annonce des besoins de PPP, mais sur ces 5 dernières années, la Banque africaine de développement a investi dans la région de l'Afrique de l'Ouest, sur les différents thèmes que j'ai indiqués au départ, plus de 10 milliards de dollars, dont à peu près 1 milliard en initiatives PPP dans divers domaines. Ainsi, ces PPP sont ouverts, que ce soit sur financement du secteur public, donc au travers le gouvernement, mais aussi sur financement direct des PPP
avec des mécanismes que nous faisons de diverses manières, que ce soit financement direct, assistance technique, créance subordonnée, dette privilégiée, garantie, etc. Ainsi, je voudrais terminer mon allocution pour dire que nous sommes vraiment à l'écoute des PPP. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Adriana Risata. Sans perdre de temps, vous avez pris un peu de retard, je voudrais convier le membre du secteur privé de notre panel, Monsieur Alioune Ndiaye, qui est le CEO de Baobab, membre de Water Quality Association des États-Unis, qui travaille dans ce secteur de l'eau depuis de nombreuses années et qui représente un peu l'un des pionniers dans le traitement et la redistribution de l'eau. Je vous prie de prendre la parole et de nous expliquer, de nous partager vos réflexions sur comment vous voyez la contribution du secteur privé dans les efforts contre la malnutrition avec un accent sur la prévention. Merci Madame Poirier, directrice régionale de l'UNICEF. On m'a demandé donc d'intervenir sur les conséquences socio-économiques, politiques et sanitaires de la sous-alimentation et de la malnutrition. Mon nom c'est Alioune Ndiaye, je suis directeur général de la société Baobab. C'est une société qui est dans le traitement et la distribution de l'eau. Cette société a vu le jour depuis maintenant une bonne quinzaine d'années et c'est le gouvernement canadien qui nous avait subventionné pour qu'on puisse traiter et donner de l'eau au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest. Quand on a débuté pour le traitement de l'eau, on avait utilisé un système de traitement qui était assez innovant à l'époque, qui est l'osmose inverse, en vue de fournir à nos concitoyens une eau propre et accessible. C'est pour cela que nous avions introduit à l'époque les bouteilles de grand format qui étaient absentes sur le sol sénégalais. Soucieux donc d'une bonne qualité d'eau, cette société a innové sur le traitement. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on s'est rendu compte que le contenant pour l'eau était aussi problématique, car les bouteilles qu'on achetait à l'étranger étaient composées en polycarbonate. Et il y a beaucoup de scientifiques qui sont là présents dans la salle. Ils savent que dans le polycarbonate, il y a la présence d'une substance chimique qu'on appelle le bisphénol A. Le bisphénol A est une substance donc chimique qui rentre dans la fabrication de beaucoup de plastique. Et il y a des études, plusieurs études qui ont montré aujourd'hui que cette substance peut causer le cancer. D'ailleurs, en France, depuis 2015, cette substance est interdite pour la fabrication des biberons et des grandes bouteilles. Malheureusement, en Afrique, et particulièrement au Sénégal, les pouvoirs publics n'ont pas encore conscience à cette substance, l'utilisation de cette substance, pour essayer de diminuer des maladies, comme je viens de le dire, le cancer, mais il y a aussi, tout à l'heure quelqu'un parlait d'obésité, il y a, je pense qu'il y a l'obésité, il y a le diabète, et il y a des études qui ont été menées par le réseau de l'environnement de santé de la France qui montrent clairement la relation entre le bisphénol et certaines infections. Depuis un bon moment, nous avons commencé, nous, à fabriquer nos propres bouteilles sans bisphénol ici au Sénégal. C'est une innovation, mais mon intervention aujourd'hui est plutôt de façon préventive. C'est pour pousser un peu les pouvoirs publics à organiser le secteur de l'alimentation, en particulier le secteur de l'eau. En marge même de cela, je pense que
Maître Massorna Khan, qui représente ici l'association des consommateurs. D'abord, il y a un problème de prolifération des sachets, n'importe quel contenant qu'on va sur la voie publique. Et cela ne contribue pas à garantir une bonne santé aux populations sénégalaises. En dehors de cela, les autres qui vendent de l'eau sur le marché, surtout les gros contenants, vous devrez comprendre, il faudrait qu'on essaie de les organiser, de les expliquer que le contenu est propre, est bon, mais au moins que le contenant respecte les normes. Je ne vais pas être trop loin parce que ma présentation est plus une présentation de prévention. C'est ce qui m'a amené à parler un peu de bisphénol. Je pense qu'après, il y a une période de questions où je vais répondre aux différentes personnes qui sont ici. Parce que quand même, j'estime que l'eau qui constitue plus de 75% de notre organisme, si elle n'est pas bonne, mais notre santé ne devrait pas être bonne. Alors, j'attendrai un peu de rencontrer les autorités. Je pense que le professeur Eva Marie-Colsec, qui devrait être présent dans la salle, serait un peu notre interlocuteur pour demander au pouvoir public un peu de mettre l'accent sur la non-utilisation du bisphénol A. Alors, Madame Poirier, je pense que je ne vais pas être loin. Comme vous l'avez dit, je vous remets la parole. Merci beaucoup pour la clarté et pour la brièveté. Nous passons maintenant au professeur Kadiatoula Fall, qui est titulaire de la chaire de recherche interculturelle et co-directeur du Centre interuniversitaire et interdisciplinaire CELAT au Canada. Professeur Fall, en tant qu'enseignant-chercheur et spécialiste du halal, pourriez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste votre action? Pourriez-vous nous présenter le halal et expliquer les relations entre cette question du halal et les soins médicaux? Merci Madame la Présidente et merci aussi à mes collègues du panel et l'occasion de remercier les organisateurs de ce forum, remercier les coordonnateurs scientifiques qui m'ont donné l'occasion de participer à ce forum avec un programme d'une grande richesse, d'une grande diversité, mais également merci pour cette occasion qui m'a été donnée de rencontrer des collègues chercheurs, des étudiants, des stakeholders, c'est-à-dire des partenaires sociaux de grande qualité. Alors, vous me permettrez, Madame la Présidente, de commencer par poser deux petites remarques qui concernent quelques tendances fortes aujourd'hui de la recherche universitaire. Nous sommes de plus en plus dans une ère de forte sensibilisation à ce qu'on pourrait appeler la justice cognitive. Alors, c'est-à-dire cette demande d'une recherche, cette demande de production des connaissances, de circulation des connaissances, qui intègre l'excellente production scientifique par des chercheurs du Sud, qui demande également la prise en charge des savoirs locaux, mais qui demande également la prise en charge de convictions religieuses, de convictions culturelles, d'identité culturelle. Alors, mon travail porte effectivement sur le halal, qui est un principe de l'islam, qui est ce qui est recommandé aux musulmans, c'est le licite chez les musulmans. Deuxième tendance, c'est nous sommes dans ce que j'appellerais
une ère de recherche de plus en plus marquée par l'intersectorialité. Alors, l'intersectorialité, nous sommes à l'ère de l'interdisciplinarité. Il y a l'interdisciplinarité de proximité, il y a l'interdisciplinarité élargie. Et cette interdisciplinarité élargie, c'est ce qu'on appelle l'intersectorialité. Et je m'inscris dans des équipes de recherche où il n'y a pas seulement ces disciplines de proximité que sont les sciences humaines, mais je travaille avec des chimistes, des biologistes, des médecins, et nous essayons, sans tenter de hiérarchiser les connaissances, nous essayons de nous mettre ensemble dans une coproduction de connaissances pour répondre à des besoins spécifiques. Et là, cela m'amène donc à collaborer avec des médecins, avec des pharmaciens, des biologistes, dans les hôpitaux, avec des chimistes, avec des éthiciens, des théologiens. Alors, Madame la ministre, Eva-Marie Coll, m'avait demandé de tenter rapidement de donner un regard exhaustif sur ce qu'est le halal, donc de démystifier le halal, de sortir des idées préconçues sur le halal. Alors, ce qu'elle m'avait demandé, et je vais tenter d'y répondre rapidement, qu'est-ce que le halal? Alors, la première capture, le premier regard, la première acception qu'on a du halal, c'est à partir de la viande, du carné. Alors, on pense toujours que le halal, c'est la viande qui a été produite à partir d'un animal et qui a été saignée selon le rituel musulman. C'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. Alors, il y a une grande diversité, une explosion du marché halal. Et aujourd'hui, quand on parle de halal, Madame la ministre d'État, Eva-Marie Coll, me disait qu'elle mettait du cosmétique halal. Alors, Madame la ministre, et le cosmétique halal. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle aussi la finance islamique, la finance halal. Il y a ce qu'on appelle le tourisme halal. Et il y a ce qu'on appelle le tourisme médical halal. Et il y a la mode halal. Et donc, le halal est à la fois un objet spirituel, mais aujourd'hui, c'est un business. Et lorsque, en 2013 et en 2016, j'ai organisé ici, avec mon collègue du SIBM, M. Gay, qui est ici, lorsque nous avons organisé le premier salon du business halal, c'était pour amener le PSE à intégrer le business halal dans les préoccupations économiques de ce pays. Et on avait invité le ministre de l'Agriculture, il était absent aussi. Alors, et quand j'ai posé la question à un de ses collaborateurs, pourquoi vous n'étiez pas là, il me disait, écoutez, nous, les produits qui nous intéressent, l'agriculture, tout est halal. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'une mangue peut être halal au départ, mais dans le process de transformation, cette mangue devient haram. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, la ministre de l'Élevage, qui était aussi absente, pensait que être halal, c'est avoir tué selon le rituel. Mais il y a tout un process de l'égorgement à la vente, il y a tout le process de certification halal, il y a tout un mécanisme de traçabilité. Alors, il y a donc énormément de choses qui font qu'un produit, au-delà de ce qui est pensé premièrement, un produit devient halal. Alors, rapidement, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui principalement, et qui a été l'objet de deux de mes livres, l'un publié aux presses de l'Université Laval, c'est La mort musulmane en contexte d'immigration et d'islam minoritaire. Alors c'est comment vivre halal dans l'hôpital et également comment mourir
dans le halal. Alors voilà une question qui est au cœur du halal et qui me fait rencontrer ces médecins. Et souvent, d'ailleurs, je prenais mon téléphone et je téléphonais à mon beau-frère ici, Salif, et je lui disais « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Alors, il y a également cette autre question, là j'ai presque fini mes 5 minutes, je m'intéresse beaucoup à la question, à la norme halal dans la biomédecine. La greffe d'organes, la PMA. Alors, voilà autant de questions qui, en contexte de diversité, en contexte de la minoritaire, c'est des questions qui se passent en alcôve, en retrait, et qui échappent un peu à l'angoisse, et qui échappent aux chercheurs, mais qui constituent les angoisses du musulman. Et j'aurais pu développer, mais je vais m'arrêter là, et je pense que avec les questions, on ira plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, de rajouter cette dimension à la réflexion sur les efforts multisectoriels pour faire baisser la malnutrition. La diversité de notre panel ne serait pas complète si nous ne donnions pas la parole aux représentants de la jeunesse. Nous avons avec nous Joseph Ilia qui va nous restituer les conclusions de la discussion du panel d'hier qui avait traité de 2 thèmes, les initiatives au niveau communautaire et les innovations en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ilias. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Auguste Assemblée. C'est vraiment un honneur pour moi donc, de prendre la parole au nom de tous ceux qui ont participé à la session d'hier, qui avait pour thème la conséquence socio-économique, politique et sanitaire de la sous-alimentation et de la malnutrition. Avant tout propos, j'aimerais très humblement témoigner ma reconnaissance donc, à la Fondation Galien pour cette opportunité qu'elle offre à l'ensemble de la jeunesse estudiantine de la CEDEAO donc, de participer donc, à ce forum-là, parce que quand on est jeune, on a effectivement besoin de repères et il va falloir donc que l'on puisse aussi avoir des cadres qui réunissent donc ces repères-là pour qu'on puisse donc les prendre comme des icônes pour pouvoir donc inspirer donc de leurs expériences pour pouvoir avancer. Je me nomme Ila Joseph. Je suis étudiant en 7e année de médecine à l'université Ouara 1, professeur Joseph Kizerbo. C'est au Burkina Faso, je suis burkinabé. Et j'ai donc la noble tâche de vous restituer donc les fruits de nos réflexions qui sont portées sur les conséquences socio-économiques, politiques et sanitaires de la sous-alimentation et de la malnutrition. Il faut dire que Dr Lélie Mochri, présidente donc, de la séance donc, des activités d'hier, après avoir introduit les activités, a procédé à la présentation des panélistes avant de souligner l'importance de la session en raison de la situation de l'Afrique qui enregistre de forts taux de malnutrition et de sous-alimentation qui naturellement influent sur les politiques socio-économiques, politiques et sanitaires du continent, avant de passer la parole aux 2 communicateurs pour leur brève présentation de 10 minutes chacune. Alors, la première communication s'est portée sur l'initiative communautaire de lutte contre la malnutrition. Elle a été animée par Dr Noël Marie Zacré de l'UNICEF. Au cours de son intervention, elle a refait sortir que la décroissance alimentaire infantile est beaucoup plus importante en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et ce retard de croissance représente une urgence silencieuse qui présente elle-même des conséquences silencieuses. 7. Les besoins nutritionnels fondamentaux peinent à être comblés. Cependant, certains pays, en l'occurrence le Mali, le Burkina Faso, le Togo, l'Éthiopie, ont anticipé sur cette question
via des initiatives communautaires qui ont pour but, premièrement, de couvrir l'intervention, deuxièmement, de réconcilier la demande et l'offre, troisièmement, de diligenter la redevabilité et la relation entre ayants droit et les détenteurs de droits, quatrièmement, de stimuler une convergence multisectorielle, et cinquièmement, de favoriser l'appropriation et la durabilité. Par ailleurs, en plus de cette approche communautaire, dans laquelle les femmes jouent bien évidemment un rôle inestimable à travers la création des activités génératrices de revenus, il convient de souligner que les programmes de nutrition couplés aux programmes de protection sociale dans le sens de l'amélioration de la prise en charge des enfants dénutris, l'augmentation des consultations prénatales des femmes enceintes, l'augmentation des accouchements intra-hospitaliers, ainsi que la déclaration des naissances ont permis de réduire considérablement le retard de croissance dans ces pays suscités. Pour ce qui est de la communication 2, elle s'est portée sur l'innovation en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle a été animée par Dr Komla Kwajode de la FAO, et au cours de son intervention, il a refait sortir ceci que il dit, malgré les efforts consentis ces dernières années, on note une progression de la famine en Afrique subsaharienne. En effet, selon les rapports statistiques de 2008 de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 236,5 millions de personnes, soit 23,2%, sont sous-alimentées en 2017, contre 21,7% en 2010. Les facteurs clés pouvant expliquer cela sont entre autres les conflits et le changement climatique. Cette situation alarmante nécessite impérativement des approches innovantes pour inverser les tendances de l'insécurité alimentaire et de la nutrition qui sont les achats institutionnels locaux, qui ont pour but de stimuler la production locale en garantissant un marché pour les petits producteurs, en renforçant la viabilité du programme des cantines scolaires à travers des initiatives d'achats locaux de céréales, stimulant l'économie locale, et d'améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des cultivateurs vulnérables. On a aussi le Cash Plus, qui a pour but d'octroyer des aides en espèces pendant les périodes de soudure, afin d'augmenter les revenus des ménages, aussi bien sur le plan financier que nutritionnel. Et nous avons l'approche cause-résilience, qui a pour but de rebâtir la capacité productive des communautés et d'instaurer une atmosphère favorable à la cohésion sociale. Et enfin, nous avons l'approche On Health, qui consiste à converger tous les efforts multisectoriels pour faire face aux menaces globales touchant non seulement l'homme, mais aussi les animaux et notre environnement dans lequel nous vivons. À l'issue des communications, les commentaires apportés par l'auditoire ont permis d'aboutir aux recommandations suivantes. Premièrement, il s'agit de prendre en charge des questions de sécurité alimentaire en privilégiant une éducation holistique des jeunes filles ainsi que leurs familles sur le mariage et les grossesses précoces. Deuxièmement, il s'agit de prendre en charge la communauté amie des bébés de manière pérenne pour le suivi nutritionnel et sanitaire avec focus sur les communautés vulnérables. Et troisièmement, il s'agit de coacher les filles adolescentes pour leur éducation sanitaire et sexuelle. Quatrièmement, il s'agit d'intégrer des innovations communautaires dans les programmes étatiques. Cinquièmement, il s'agit d'orienter les chaînes de valeur sur la production alimentaire vers les aspects nutritionnels de base. Sixièmement, étudier et orienter des variabilités de la pluviométrie et de la climatologie sur les questions nutritionnelles pouvant perturber une production agricole
de qualité. Septièmement, inciter à la production et à la transformation des produits locaux tels que les orphan crops ou plantes orphelines, qui sont entre autres le ditact, le baobab, et j'en passe, pour la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Huitième recommandation, il faut également étudier le microbiome intestinal pour élucider la survenue de la malnutrition aiguë et le retard de croissance. Neuvièmement, on a eu assez de recommandations. Il faut élaborer un programme pour l'éradication de l'anémie chez les enfants à la naissance. Dixièmement, avoir la culture de la production saine et de la nutrition suffisante pour la population, surtout sahélienne. L'avant-dernière proposition, recommandation, il s'agit d'investir dans la prise en charge des carences en oligo-éléments, comme les zinc par exemple, et deuxièmement, de créer des menus locaux nutritionnels pour la réduction de la malnutrition. À l'image de notre président Thomas Sankara, paix à son âme, qui disait « Consommons burkinabé », j'exhorte l'ensemble donc des jeunes à consommer aussi africain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons très peu de minutes qui nous restent, 8 exactement, mais peut-être nous pouvons prendre 2 questions de l'assistance. Si quelqu'un veut interroger l'un des panélistes. Ok. Est-ce que vous donnez le micro à madame ? Prenez celui-ci là, monsieur. Bon, merci. Bonjour. Ça m'intéresserait, si possible, mais rapidement, quels sont vraiment les bienfaits scientifiquement prouvés sur la santé de la nourriture halal? Est-ce qu'on a des preuves scientifiques sur ça? Ok. Madame Devant, vous vouliez poser une autre question? Merci. C'est un problème de santé publique qui nous concerne tous. Au Rwanda, on a un taux élevé d'enfants mal nourris. Et j'ai l'impression que ce problème nous échappe, du moins les médecins. J'étais beaucoup inspirée par le panel, avec toute l'expertise qu'il y a sur le panel. Et ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on a des études sur les facteurs et le poids de chaque facteur, les facteurs qui contribuent à la malnutrition, parce que j'ai l'impression qu'on tape à côté l'hygiène et la sanitation, le fer et l'acide folique. Mais, par exemple, dans mon pays, j'ai l'impression qu'on ne sait pas où on doit frapper fort et à quel rythme pour vraiment adresser ce problème de malnutrition. Merci. Ok. Donc, ok, monsieur en dernier. Merci madame. Je suis M. Diop. Je suis acteur communautaire de lutte contre le paludisme au niveau de Thiénaba. J'ai entendu les panélistes parler de beaucoup de choses. La Banque africaine de développement, le leader des jeunes, l'UNICEF, madame le professeur. Je crois que c'est très bien que les institutions ou bien les secteurs privés appuient les activités de santé. Mais je crois qu'il faut bien travailler sur l'appropriation de la communauté. Parce que si tu amènes un programme dans une communauté, il faut responsabiliser cette communauté pour exécuter ce programme. La réussite de beaucoup de programmes, c'est au niveau
c'est à la base, c'est au niveau de la base. C'est la famille, c'est la femme, c'est le mari, c'est les enfants. Il faut leur inculquer le réflexe de santé préventive, leur expliquer que pour éliminer cette maladie, pour parer à cette pandémie, il faut faire ceci, il faut faire cela, le changement de comportement. Il faut, vous mettez beaucoup de milliards dans une des maladies. Mais si l'intéressé, c'est-à-dire la famille, la base, n'est pas bien formé, n'est pas bien responsabilisé, qu'il se prenne en charge pour exécuter ces activités, je crois que vous mettez beaucoup d'argent, mais il n'y aura pas de résultat. Il faut former cette base, cette famille, la femme, l'enfant, le père de famille, les communautés, pour qu'ils sachent que d'abord, c'est eux qui doivent s'approprier le problème de leur santé au niveau de la famille. Moi, c'était ça mon intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole au professeur Fall. En 1 minute grand maximum, la réponse à la base scientifique et puis aussi votre recommandation short et brève. Excellente question qui est souvent posée. Et ce que je dirais, c'est que les études se contredisent. Hein. Voilà un premier constat. Et au fond, l'éthique de la consommation halal est orientée par le texte et également par la sunna du prophète. C'est orienté vers le bien-être de l'individu, vers la santé. Alors, on parle beaucoup de la médecine du prophète, vous êtes au courant, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déjà, il avait ce don, cette faculté, il avait cette prédisposition à repérer dans certaines plantes, dans certains fruits, des qualités nutritives, et même il y a les graines de genêle qui ont été étudiées et qui montrent qu'il y a là beaucoup de valeurs nutritives, mais également qu'il y a des propriétés immunitaires. Alors, ce qui est en train de se passer, par contre, c'est qu'il y a une inversion de l'éthique du halal, parce qu'aujourd'hui, le halal, en se mondialisant, et le halal, en devenant la propriété plus du monde occidental, le halal a intégré le fast-food. Il y a le McDonald's halal, le kebab halal, le shawarma halal, et là, le halal est devenu, contrairement à ce qu'on attendait, le halal est devenu source d'obésité. Alors, il y a tout un travail à faire là, mais votre question est très intéressante. Merci. Professeur ? Je voudrais répondre aux deux questions, mais je commencerai par la communauté. Je crois que vous avez raison, monsieur. La communauté, elle est importante. C'est pour ça, d'ailleurs, que le projet d'agriculture sensible qu'on a mis à Kaffrine, la communauté IE, c'est un GIE de femmes qui gère et qui va... Il faut que économiquement les gens gagnent. Il y a la nourriture, il y a l'alimentation. Je réponds en même temps à vous. Les carences qu'on voit sont des carences alimentaires. Dans le traitement des données qui sont là, l'infection a été enlevée. Donc c'est pas un problème d'infection. Il y a vraiment un problème alimentaire, un problème d'accès à l'alimentation. Mais je réponds également un petit peu à, comme vous dites, dans ce projet-là, dans ce projet d'agriculture, il y a aussi l'éducation des personnes qui prennent des décisions. Les pères, ce sont les pères qui donnent l'argent pour manger. Ce sont les pères qui doivent dire est-ce que l'enfant doit être allaité ou pas. Je suis désolée, on s'est concentré vers les mères, mais là, il y a aussi la décision des pères. Il y a la communauté qui gère son champ. Le champ est construit par l'ANIDA. Nous, nous venons simplement apprendre à la communauté quelque chose que l'on connaît et on attend un peu le feedback. Et je crois que ça, c'est important. Il faut qu'on change de paradigme. Et c'est pour ça que je propose cet institut de recherche. Parce que c'est dans l'institut de recherche qu'il y a l'échange et la communication avec la communauté, avec les autres chercheurs, avec les médecins. Les médecins seuls, les scientifiques seuls ne peuvent pas résoudre le problème. Les sociologues, les économistes ne peuvent pas résoudre le problème. Et monsieur, dans ce genre de centre, excusez-moi, on pourra donc comprendre quelle est la valeur économique d'une carence en zinc. Que représente ce surpoids que l'on va voir chez nos enfants? Est-ce que ce surpoids d'obésité, de graisse chez nos enfants
aura des conséquences à long terme sur les maladies chroniques. Il faut qu'on fasse des recherches. Il faut que nous nous regroupions pour faire les recherches nécessaires pour répondre aux questions qui nous concernent. Et non pas simplement prendre les résultats de recherche qui viennent de l'extérieur et essayer de l'appliquer à notre communauté. D'accord, merci beaucoup. Les autres panélistes ne souhaitaient pas répondre. Je vais juste récapituler et puis après nous avons une demande spéciale d'une autre intervention. Mais à ce stade, les discussions nous amènent à prendre acte de l'importance d'une réponse multisectorielle qui non seulement inclut la santé, l'alimentation, mais des thèmes comme l'éducation ou même les efforts pour retarder l'âge du mariage, et que ces interventions multisectorielles doivent être coordonnées au plus haut niveau possible de l'État. Des communications sur l'importance du statut de la femme, et de notre côté, nous souhaiterions vraiment, pour faire baisser le taux de malnutrition, recommander que les politiques nationales de lutte contre la malnutrition donnent une place centrale à la jeune fille avec des investissements spécifiques pour multiplier justement leurs opportunités d'éducation, de santé, de bien-être et de participation. Un focus très fort sur l'approche communautaire qui doit vraiment être au centre des actions et guider la relevance d'un point de vue contextuel. L'engagement du secteur privé et des banques de développement pour passer les résultats à l'échelle, l'importance d'une recherche qui est née chez nous et qui répond aux vrais problèmes et qui trouve les solutions contextualisées. Et puis, nous avions aussi l'idée de ne pas oublier l'importance stratégique de l'eau dans les efforts pour lutter contre la malnutrition, y compris en pensant non seulement l'eau contenue, mais l'eau contenant, et la nécessité de structurer un peu les actions, et finalement, du professeur Pal, l'importance d'intégrer les convictions religieuses dans toutes ces approches multisectorielles. Je regarde les organisateurs qui m'ont prié de donner la parole à monsieur juste quelques minutes. Je vous en prie, approchez-vous du micro. Bonjour, c'était pour annoncer le prochain panel qui est prévu. Alors ça va, donc je ne vois pas l'autre intervention. Merci à tous pour vos questions, pour votre participation, et un grand merci à ce panel très diversifié. Merci beaucoup encore. Merci également à vous. Vous méritez des applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons donc passer au prochain panel, présidé par le docteur Françoise Barré-Sinoussou de l'Institut Pasteur de Paris, qui va nous parler du management des maladies infectieuses et des pandémies. Oui, professeur, après vous avoir remercié encore une fois pour votre contribution, mais également votre présence à ce grand rendez-vous de Dakar. Merci beaucoup. Nous allons vous donner la parole. Merci, je cherchais mon co-chair, à vrai dire. C'est pour ça que vous me voyez regarder partout, puisque normalement Pierre Somsé aurait dû être à mes côtés. Je m'en faisais un grand plaisir, étant donné que je le connais depuis très longtemps, à l'époque où il était directeur du programme de lutte contre le sida en République centrafricaine, et aujourd'hui il est ministre de la Santé. Je voudrais juste commencer par dire quelques mots d'une part pour dire combien je suis heureuse d'être au Sénégal. C'est vrai, hier il a été dit beaucoup de choses sur le Sénégal. C'est vrai que moi, quand j'arrive au Sénégal, j'ai l'impression d'être un petit peu à la maison. Et ça fait toujours chaud au cœur de venir au Sénégal. C'est pour cela aussi que quand la ministre d'État, Awa Marie Kolsek, m'a demandé de co-présider à ses côtés le comité scientifique de ce forum, je ne pouvais vraiment pas lui dire non.
D'une part parce que nous nous connaissons avec Awa depuis très 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 longtemps, et d'autre part parce que je pense que l'idée de ce forum était une excellente idée pour stimuler justement le développement de nouveaux leaders dans le domaine de la santé sur le continent africain. Donc je tiens à remercier tout particulièrement Awa Marie-Colsec, je tiens à remercier tout particulièrement aussi Ibrahima Seck et Bruno Cohen et également Laurent Taïeb pour l'organisation de ce forum avec tous ceux qui, on ne voit pas le nom, mais qui étaient derrière eux pour l'organisation de ce forum. Un grand merci. En introduction de ce panel sur la gestion des maladies infectieuses et des pandémies, juste quelques mots tout à fait d'ordre général. Moi, j'ai commencé ma carrière au début des années 70, à une époque où finalement on pensait que le XXe siècle verrait la fin des maladies infectieuses. Et de grands chercheurs d'ailleurs, comme Burnett, avaient annoncé la fin des maladies infectieuses avec le développement, bien sûr, des antibiotiques, avec le développement d'un bon nombre de vaccins, l'éradication de la variole qui a été évoquée hier, l'éradication bientôt, on espère, de la polio. Et puis dans les années 80, la triste réalité nous a frappés avec le VIH-Sida, qui nous a rappelé que non, nous n'étions pas à l'abri de nouvelles grandes épidémies. Et depuis d'ailleurs le VIH-Sida, on a vu apparaître bien d'autres maladies infectieuses émergentes, voire réémergentes. Je pense bien sûr au SARS, je pense bien sûr à la grippe aviaire, à chikungunya, à Zika, à Ebola qui sévit encore en ce moment en République démocratique du Congo. Donc, les épidémies de maladies infectieuses seront là probablement pour toujours. C'est d'ailleurs ce que pensait Charles Nicholl quand il disait qu'elles sont là, ces maladies infectieuses, et elles le seront probablement toujours, c'est un fait fatal. Alors, pendant ce panel, nous allons essayer d'évoquer les grandes questions qui se posent pour mieux gérer ces maladies infectieuses. Et puis, dans un panel plus tard cet après-midi, il faudra aussi se poser la question de gérer en parallèle les maladies non transmissibles qui deviennent de plus en plus importantes sur le continent africain. Nous avons dans ce panel des personnalités de grande envergure, de très grande envergure. Et je suis heureuse de dire que finalement, dans ce panel, nous avons des Africains qui sont devenus de grands leaders mondiaux à travers leur investissement d'ailleurs au départ dans la recherche sur le VIH-Sida. C'est le cas de bon nombre d'entre eux. C'est le cas de Slim, c'est le cas de Suleiman, c'est le cas de Nicolas. Amadou, non. John, si. Donc on a finalement beaucoup de personnes qui sont issues du monde du VIH-Sida et qui sont devenues de grands leaders scientifiques au niveau mondial. Ça fait plaisir, mais ça montre aussi combien c'est possible en Afrique. Et puis Amadou est là pour nous rappeler que finalement, c'est possible quand on ne vient pas du milieu VIH-Sida, puisque lui vient du milieu des arboviroses au départ, et qu'il a obtenu aussi une reconnaissance au niveau mondial. Alors, je vais poser à chacun d'entre eux une question qui va finalement se regrouper autour du thème qu'est-ce qu'il nous faut
pour mieux répondre à ces défis infectieux, notamment sur le continent africain, en commençant par poser la question à Slim Abdul Karim. Slim Abdul Karim est connu au niveau mondial. Il a de nombreux partenariats avec des organisations internationales, avec des universités au niveau international. Il est lui-même professeur au niveau universitaire, mais il est aussi très connu pour la direction du centre de recherche Caprissa en Afrique du Sud, à Durban. Et Slim va nous parler de son expérience, de sa vision des choses, et puis peut-être aussi comment améliorer la visibilité des centres de recherche, comme il a réussi à le faire avec le sien, justement, à Durban, qui est connu au niveau mondial. Slim? Thank you very much, Professor Francois Barré-Senoussi. It's indeed a pleasure and an honor for me to be here with you. I'd like to thank my sister as well, Awa Marie Kolsek, for the invitation. What I want to do in my 5 minutes is, I thought I would pick up on the theme that Professor Barré-Senoussi has initiated, which is, how is it that we can find solutions to Africa's problems? And I'm going to illustrate that, if I can get the first slide. And what I want to do is, I would like to give you an example of how research in Africa can make a difference, not just to health in Africa, but to health everywhere in the world. Can I get the first slide? Okay, so I thought when I was sent this invitation, I was wondering what was the Galleon Foundation about. And so I decided to read it up and learn my history again about Galen and what he had achieved. And essentially, Galen tried to develop the concept, and successfully so, of using medicines to improve health. And so that's what I want to do, and I want to give you an example from Africa. So let me just give a bit of context. Globally, in the HIV epidemic, we know that in 2017, there were 37 million people living with HIV, and about 1 million people died last year from HIV, and about almost 2 million new infections occurred. About 70% of all HIV infection in the world is here, right here in Africa. But for me, I like to summarize it into one number. And this number is what stands out for me. That each day in the world, there are 5,000 new HIV infections occurring. I mean, just for a moment, reflect on what that means. If we look at the impact that that has just in South Africa, if we look at what are the main causes of death in South Africa, tuberculosis and HIV are the #1 and #2 causes of death. Combined, they equate to just over 1 out of every 4 deaths is due to HIV or tuberculosis. And in our instance, most of the patients who have tuberculosis and die from tuberculosis have HIV co-infection. So having these two diseases together presents a unique challenge and is the main cause of death in my country. So when we were faced with this, we said, how can we address this problem? How can we prevent these deaths from occurring? And so we started off by just asking, back in 2001, we asked 10 doctors, how would you treat a patient who has both TB and HIV co-infection? Each one of those 10 gave us completely different answers. And that was because there was no evidence. When we tried to analyze it, we began to understand that actually
there are many challenges to determining how best to treat patients who have both infections. And so we initiated a study. We submitted an application to the NIH that funded the study. It took us 9 years to do this study. And in 2011, we announced to the world how you should treat patients with TB and HIV co-infection so that you can prevent them from dying. And our study, a randomized controlled trial of TB-HIV co-infection, showed that the strategy we proposed of co-treatment reduced the deaths by 56%. And as soon as we released these results, the World Health Organization published within about 2 to 3 months something called a rapid advice. A rapid advice is when the WHO is not going to wait for the routine guidelines to come out. There's something important that they want to share with the world. And in this rapid advice, our results are shared with the world and some preliminary recommendations are made on how to treat patients with TB and HIV so that they would not die. These results, if implemented just in South Africa, we estimated at the time, would prevent about 10,000 deaths in South Africa alone. And I've shared with you below the rapid advice, that's the cover of the US government guidelines on how to treat patients with TB and HIV, which is largely based on our research in South Africa. And so when we look at what impact this research has had, because we're not just trying to produce information for information's sake, but we want to make a difference. These 2 papers published in the New England Journal of Medicine that, These 2 papers that were published in the New England Journal of Medicine laid the foundation for that rapid advice and subsequently for WHO guidelines. And in South Africa, we convinced the president to announce on World AIDS Day our new strategy, and we asked him to get one message through clearly, which is that TB and HIV will now be treated in one roof. Under one roof, both diseases. And if we look at how the situation has changed, in 2009, before we announced our results, there were about 66,000 TB deaths a year. In 2015, the latest data that we have, that has decreased by more than half. There are now less than 35,000 infections occurring in South Africa, deaths from TB occurring in South Africa. Now, there are probably many things that influenced it, but one of the things that has influenced it is that we now know how to treat patients with these combined diseases to save their lives. And let me just end on the note that it wasn't just its impact on health. The impact of this research more broadly in the whole world. Anybody with TB and HIV anywhere in the world, if they're being treated properly, they're being treated based on our research right here from Africa. And so the journal Science came and did a profile of our research and showed how our research had reversed the misfortunes, not just in Africa, but in the world, from TB and HIV co-infection. And if you're wondering about that photograph in the article, that's my deputy director, Nesri Padiachi, and they profiled her in this article because she was the lead clinician on the study. So we can impact on health, we can impact on science, and we can show the world that we can do great research in Africa. And so I'd like to end on the note which really stems from what this meeting stands for. And that is that African science can rise to solve Africa's infectious diseases epidemic. And indeed, in the process of doing that, we will make the whole world a safer and a healthier place. And I'm very pleased to be in this session together with 2 of my colleagues, Suleiman Mbuk and John Nkengasong, who are both amazing scientists and icons in the world of African science, and they will tell you even further about how Africa is making a difference and how particularly the African CDC is about addressing this issue head on. Thank you very much. I'm going to ask John,
his view about the role that can play the CDC Africa in the control of infectious disease epidemic. Thank you, Francois. And let me start off by also appreciating the organizers for including the Africa CDC as part of this panel discussion. Senegal is always a place to visit because of the great innovation and the powerhouse of thinking that occurs in this country. I see the front row full of professors and colleagues that I'm privileged to have called them friends over the years, Papa Salif Sow and Professor Ndoye and others, and Suleiman Boub, of course, great HIV combatants who have now moved on to other things. But let me speak more focusedly on the Africa CDC, but start up reminding all of us that exactly 100 years ago, the world faced a challenging pandemic, which was the Spanish flu, which killed over 50 to 100 million people. You have to reflect on that and say, 100 years ago, what was the population of the world? And if such a pandemic will occur today, with a population of the world which is close to 7 billion, and the continent of Africa is 1.4 billion, or 1.2 billion, what will happen today? I think we always have to remind ourselves of that, and maybe give you some hard facts and remind us that the West African Ebola outbreak at this core killed 11,000 people, and it costed about $53 billion. So disease threats are not just a social menace to us, it's also a strong national security threat and an economic threat. It is against this background that the head of states and governments of Africa last year, exactly on the 31st of January 2017 in Addis Ababa, launched the Africa Centers for Disease Control and Prevention. Again, they're saying that don't waste a crisis. Africa CDC was born or accelerated after the West African Ebola crisis there. And if you look back in the history of infectious diseases, they have always been a catalyst in establishing public health agencies. The United States CDC was established in 1947 because of the malaria outbreak. The SARS outbreak pushed the Europeans to establish the European CDC, as well as the China CDC in 2005. So this is the moment for Africa to collectively make sure that we have a sound African public health agency that is African-led and African-owned, and to begin to address African issues. Our continent is at a tipping point from a political standpoint where it is moving speedily towards integration. The previous panel and our colleague from the African Development Bank touched on the integration part of it. The head of states, including His Excellencies Macky Sall and all 54 of his peers were in Addis Ababa just last week, to begin to change the African Union Commission and truly make it not just a union of nations, but a union of people to people. Okay, and they are really in this fast lane of integrating the continent in 3 dimensions. One, they want a continental free trade agreement. Second, they want a free movement of people on the continent where the 1.2 billion people can circulate on the continent more easily, more quickly, and the open skies agreement. On the surface, it looks very good. I mean, it shows that our continent is moving towards a greater economic aspiration. But we always have to remember the public health components of this, that we have to build strong public health infrastructure and architecture to protect the continent against all of these important political drivers there. So there are 2 things we must do. One is to make sure that the response is local. The head of state yesterday reminded us that a local threat anywhere is a global threat. So from the Africa CDC perspective, we are saying member states should have capacity to respond quickly. It is not a question of if an outbreak will occur, it's a question of when it will occur and how quickly we detect that and squash that will determine how much we can mitigate the risk there. So that is one. Second thing we are saying at the Africa CDC is that we have to use the assets that exist
in our regions as much as possible. That is the centers of excellences that exist and build networks that can actually communicate with each other. If you look around this panel, there are so many strong groups here. I mean, the Institute Pasteur in Dakar, Suleiman Boub's group, IRISED, and others should be able to be the driving force. And I'm also thinking of next door, the Medical Research Council in the Gambia. Those are huge public health assets that exist in West Africa that we must harness together to drive the economic and both security agenda of our continent. So that is what Africa CDC is trying to achieve. Thank you very much, John. We're going to move to Suleiman. Suleiman, you are responsible, tu es responsable d'un nouveau centre de recherche en Afrique de l'Ouest. Et peut-être, Suleiman, peux-tu nous dire ta vision, à quoi peuvent servir justement ces instituts de recherche régionaux pour la réponse contre les maladies infectieuses, et puis aussi peut-être quelles sont les innovations que ce type de centre peut développer pour essayer de répondre à ces grands défis. Merci. Je voudrais remercier les organisateurs pour ce privilège d'être dans un panel où je retrouve des amis avec lesquels je chemine pendant presque plus d'une trentaine d'années, mais surtout pour ce thème intéressant. Donc, j'ai voulu apporter peut-être des informations qui ne sont pas toujours connues du grand public et surtout qui relaient les communications qui m'ont précédé, celles de mes amis, concernant surtout les réseaux qui se sont créés pour lutter contre les épidémies. Je peux avoir la diapositive, s'il vous plaît? Voilà, les réseaux qui se sont créés dans le cadre de ces épidémies. Ceci dans deux contextes. Le contexte de la santé globale, où on voit maintenant des maladies, des problèmes qui transcendent les barrières nationales, qui peuvent survenir dans d'autres pays, mais qui nous concernent et qui ne peuvent être réglés que par la coopération et des solutions de différents partenaires, mais aussi dans le contexte où l'Afrique contribue encore très peu dans la science. Bon, on dit que bien qu'abritant 10% de la population mondiale, l'Afrique ne produit que peut-être 1% de la science dans le monde et abriterait à peu près moins de 2% des scientifiques dans le monde. Et c'est dans ce contexte qu'il est important que l'on participe à des réseaux, et je vais donner l'exemple de certains réseaux. Dans le cadre du VIH, il s'est créé des réseaux, notamment des réseaux d'excellence, d'abord sur le sida, la tuberculose et le paludisme, qui se sont étendus aux maladies émergentes et réémergentes et aux maladies. Donc il y en a 4 en Afrique centrale, Cantam, en Afrique de l'Ouest, Wanetam et d'autres, qui couvrent maintenant presque 50% de l'Afrique avec de différents partenaires. Et je voudrais juste donner l'exemple d'un des réseaux que je coordonne, qui est le Wanetam, le réseau ouest africain, qui est fait pour vraiment faciliter le networking entre différents partenaires, faire du renforcement de capacités et surtout créer des centres de recherche, comme on l'a dit, comme celui de notre ami et celui d'IRSF. Et rapidement, cela a permis de réaliser vraiment un réseautage entre pays anglophones, francophones et lusophones, permettre d'accréditer 6 laboratoires dans la sous-région et de mener à peu près 35 recherches cliniques. Un autre réseau, c'est celui qu'on appelle WAGA, West African Global Health Alliance, entre le MRC, maintenant le Médecine Tropicale de Londres, IRSF et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, bon, qui a permis, du fait que ces instituts sont venus ensemble pour faire des plateformes de formation et de développement de la future génération, mais aussi de partager les différentes ressources de cette plateforme et surtout de promouvoir
la science et la recherche. Un autre réseau, c'est iLead, un réseau d'innovation pour faire accès aux technologies entre nous-mêmes, l'Afrique du Sud, avec le professeur Wendy, et Eilish du Mozambique, et qui essaie d'améliorer toutes les composantes de l'interface entre le laboratoire et la clinique à partir des échantillons, de leur transport, du patient, des laboratoires, pour vraiment, à travers l'innovation, rendre accessible, et tout le monde connaît l'importance du diagnostic dans le cadre de la lutte contre ces épidémies. Et éventuellement de faire, je donnerai juste l'exemple ici, de la médecine digitale, et en particulier avec un système qu'on appelle HealthCube, qui est juste un sac dans lequel on a un portable maintenant et un appareil, mais qui permet de faire des tests sur le terrain, à peu près une trentaine de tests, mais également de pouvoir les reporter et de faire les examens, qui fait que même dans les coins les plus isolés, on peut suivre des patients au niveau de leur pays, et c'est un système très innovant. Bon, un autre projet, c'est Water, West African Task Force, qui a été créé lors de l'épidémie du Sida pour vraiment représenter la voix africaine. Et un des autres projets aussi, c'est le projet Alerte, dans lequel, qui est un projet d'une coalition africaine pour faire la recherche, la réponse et la formation dans le cadre des épidémies, qui est un projet de 21 partenaires provenant de 13 organisations, 9 africaines, 4 européennes. Voilà. Et donc, les partenaires sont ici, dont Amadou, que vous voyez, moi-même et beaucoup d'autres, vraiment en Afrique, et qui est intervenu dans l'épidémie de Lassa, en particulier en formant, par exemple, une cohorte de patients qui est suivie pour leur traitement dans l'épidémie de Lassa au Nigeria, et également en RDC, en particulier dans le cadre de travailler dans l'expérimentation de certains traitements et de certaines drogues, et également d'identification des agents. Et le dernier, c'est celui du PAC, qui est le consortium panafricain, justement pour renforcer les laboratoires entre l'IRSF, la société africaine et le CDC africain, pour essayer de voir comment faire un partenariat pour améliorer et renforcer les laboratoires. Voilà brièvement présenté ce que je voulais dire de l'importance de ce réseau. Merci beaucoup, Souleymane. L'importance des réseaux est effectivement très grande. Et dans la poursuite, justement, des réseaux, je vais passer la parole à Amadou Sall, puisque Amadou, qui est directeur de l'Institut Pasteur de Dakar, désormais, qui a beaucoup été impliqué justement dans tous les travaux sur Ebola, peut aussi nous parler de l'importance du réseau international des Instituts Pasteur dans la surveillance et la réponse aux épidémies. D'accord. Merci beaucoup Françoise pour cette introduction et de me donner l'opportunité tout d'abord de remercier les organisateurs, au premier rang desquels tu es, et bien évidemment le professeur Awa-Marie Kolsek, d'avoir bien voulu, à travers ma personne, associer non seulement l'Institut Pasteur de Dakar comme institution locale, mais tout le réseau des Instituts Pasteur, qui est donc un réseau qui est mondial. Comme le rappelait le professeur Mboup, on connaît l'importance des réseaux, et l'Institut Pasteur est un réseau qui couvre 26 pays, avec 33 instituts, et qui travaille spécifiquement dans le domaine de la santé mondiale qu'on appelle Global Health. Le point de vue que je voudrais donner au-delà de cette notion d'avoir un réseau est vraiment dans cette lutte contre les maladies infectieuses, de voir le rôle central que peuvent jouer des institutions qui sont sur le terrain et qui sont au niveau local, parce que c'est à ce niveau-là, à mon avis, que se joue une des étapes les plus importantes.
Pourquoi? C'est que si on fait une analyse contextuelle, il y a 2 ou 3 éléments qui attirent notre attention sur cette nécessité de renforcer ce premier niveau. Le premier élément, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui vraiment évolue par crise. John a rappelé la grosse crise de 2018, le VIH qui a été une crise mondiale importante, mais aussi le SARS. Tous ces éléments-là ont conduit à nous faire prendre conscience de la nécessité d'avoir un cadre organisationnel dans lequel les différentes personnes devraient collaborer. Et ce cadre, aujourd'hui, il est assez avancé, même s'il n'est pas parfait. Il y a un règlement sanitaire international, il y a une évaluation des capacités des pays à partir du GII, il y a un certain nombre d'initiatives comme le CEPI, comme un certain nombre d'autres initiatives qui permettent de travailler de façon collaborative à travers des réseaux. Le deuxième élément qui est important, c'est que grâce à ces outils, il a été défini un certain nombre de règles. Et une des règles les plus importantes est de dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour éviter qu'une épidémie se transforme en pandémie, il est important de le contenir à la source. Et le troisième élément d'observation qui insiste sur l'importance de ces centres au niveau local, c'est que si on analyse aujourd'hui ce que fait l'OMS, 80% de l'énergie de l'OMS est déployée pour prendre en charge des crises qui interviennent dans 30 pays. Et ces 30 pays, c'est des pays où en général, il y a une grosse partie de ce qu'on appelle des pays vulnérables parce qu'il y a des situations de guerre ou des situations qui font que chaque événement de santé tourne au drame. Je ne veux pas citer de pays ici, mais on les a tous en tête où chaque événement de santé finit par être un problème pour les voisins et peut s'exporter au niveau mondial. Dans un tel contexte, il est important d'avoir des institutions qui vont permettre d'avoir des capacités en local pour faire face dès qu'une épidémie ou un problème de santé publique émerge, pouvoir répondre de la façon la plus appropriée. Et de ce point de vue-là, l'Institut Pasteur de Dakar, que j'ai le privilège de diriger, et la plupart des instituts Pasteur jouent un rôle essentiel. Pour donner un aperçu, il y a en général 4 rôles fondamentaux que jouent les instituts Pasteur. Le premier, c'est un rôle éminemment important qui intéresse les pays, c'est la santé publique. Souvent, dans ces instituts, il y a la surveillance qui se fait. La surveillance, aujourd'hui, si on prend en Afrique, le maillon le plus faible qui permet que des épidémies puissent prospérer non seulement au niveau local, mais au niveau mondial. Alors, dans chacun des instituts Pasteur, il y a la composante laboratoire, une composante épidémiologique, et dans les instituts qui sont un peu plus dotés, une composante entomologique, qui permet à travers une approche multidisciplinaire de surveiller, d'écouter toute émergence qui démarre de manière à avoir une réponse. Le deuxième élément important dans la prise en charge de ces maladies infectieuses est le volet de la formation. Tout à l'heure, à travers 2 panels, on a compris l'importance d'avoir des ressources de qualité, mais aussi d'avoir des ressources en suffisamment grand nombre. Et pour cela, il est vraiment essentiel de former non seulement les jeunes générations actuelles à une capacité à répondre actuellement, mais aussi d'avoir ce changement dans l'approche des choses, que ce soit dans la multidisciplinarité, mais surtout de comprendre que le futur des maladies infectieuses et de la santé publique tient beaucoup à de la convergence de technologies. Si je prends le seul domaine de la biologie, au jour d'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être un bon biologiste, un bon microbiologiste. La plupart des actions en biologie, aujourd'hui, vont demander d'avoir une connaissance avec des équipes qui font de la nanotechnologie, des équipes qui font de l'informatique, voire des équipes qui développent les sciences cognitives comme l'intelligence artificielle. Et c'est à travers des institutions comme celle que j'ai le privilège de diriger, où à côté d'un groupe qui fait purement de la science de données se trouve un groupe d'épidémiologie, un groupe d'entomologistes et un groupe de microbiologistes, qu'on peut former ces prochaines générations à naviguer d'une discipline à une autre, mais aussi à travers cette navigation de pouvoir créer une synergie qui va être génératrice de solutions qui vont permettre que ce qui se passe en Afrique ne soit pas juste ce qui a été répété par le passé. On ne peut pas condamner l'Afrique à avoir un futur qui correspond au passé des autres pays. Et donc, de ce point de vue-là, il est important, à travers ce type de convergence dans les technologies auxquelles sont formées ces générations, de pouvoir faire le saut qualitatif et le saut technologique qui va faire qu'on va gagner du temps. C'est ainsi qu'aujourd'hui,
en collaboration avec le ministère de la Santé, il y a tout un système qui a été mis en place de surveillance électronique dans lequel des données sont transmises quasiment en temps réel et dans lequel une réponse peut être apportée extrêmement rapidement et monitorée en temps réel grâce à des plateformes informatiques, grâce à des capacités de déploiement comme des laboratoires mobiles. Le troisième élément que je voudrais dire, au-delà de la possibilité de former et de la possibilité de faire de la santé publique, il est absolument essentiel de faire de la recherche. La recherche, pour moi, est le domaine dans lequel il y a énormément d'opportunités, non seulement pour les jeunes Africains, mais aussi d'opportunités pour le monde. Plus la recherche sera performante ici, plus dans le domaine des pandémies, on aura la capacité d'anticiper peut-être ce que vont être les menaces de demain. Et là, je voudrais donner un exemple. Il y a, depuis 40 ans, on surveille la région sud-est du Sénégal, et depuis 40 ans, on suit régulièrement quels sont les virus qui vont sortir. Et il se trouve qu'en 2007, on a arrivé à un constat très précis. On s'est rendu compte qu'un virus du nom de Zika venait régulièrement, tous les 4 ans, faire une petite épidémie par-ci, par-là, être amplifiée chez les moustiques. Et cela nous a amené à nous dire qu'il est important que ce type de virus soit bien compris. Donc on a monté tout un programme de recherche qui nous a permis, dans un délai relativement raisonnable, de mettre au point des outils diagnostiques, de mettre au point une bonne connaissance des compétences vectorielles et de mettre au point un certain nombre de stratégies de lutte pour cette maladie. Ce qui fait qu'en 2015, quand il y a eu l'épidémie majeure de Zika dans le monde, l'équipe était déjà prête. Et on était peut-être parmi les 2 ou 3 équipes au monde qui disposaient d'un outil de diagnostic et qui avaient la connaissance dans le domaine de l'entomologie de ce virus. Et c'est pour ça que je dis que le volet recherche est important, non seulement pour garder cette capacité d'anticipation, mais aussi pour garder la possibilité de faire de l'innovation qui correspond à nos réalités. Au jour d'aujourd'hui, la recherche et développement qui peut se faire dans les autres pays du Nord obéit à des règles pour lesquelles nous, en Afrique, ne sommes pas forcément dans une position de profiter. Et donc, il est important d'avoir des capacités locales pour adresser aujourd'hui un Zika, demain un virus qui s'appellera Ngari et qui sera propre au Sénégal ou à la sous-région, et après-demain un autre virus qui s'appellera Ouzoutou. Donc, cette capacité de recherche, elle est essentielle à avoir au niveau local, et c'est essentiel. Et le dernier point que je voulais dire, et là c'est un peu spécifique de l'institution que je dirige, c'est d'avoir les capacités de générer, produire, développer les contre-mesures médicales. Et de ce point de vue-là, je pense aux vaccins. On est ici, dans le Galien, très lié avec l'industrie. L'Institut de Dakar est aujourd'hui le seul institut, la seule unité de fabrication de vaccins en Afrique qui délivre un vaccin préqualifié par l'OMS. Et pourtant, les besoins de vaccins dans le monde, et particulièrement en Afrique, sont extrêmement importants. Il y a 4 producteurs dans le monde, dont l'Institut de Dakar, et d'avoir cette capacité de produire qui bientôt va être augmentée grâce à un projet qu'on est en train de faire justement à côté de ce centre, il est essentiel d'avoir cette capacité industrielle, de dire aujourd'hui si on doit produire des vaccins, si on doit produire des outils pour faire du diagnostic ou des médicaments, d'avoir une capacité qui permette d'avoir une autonomie locale. Et ça, c'est à mon avis essentiel. Donc d'une manière générale, mon message important est de dire que pour vraiment lutter contre ces épidémies, il est absolument essentiel de renforcer les capacités au niveau local, que ce soit en ressources humaines, en capacité industrielle, en capacité de recherche, mais quelque chose d'encore plus important dans ce continuum d'activité, depuis la découverte des pathogènes jusqu'à la production de solutions, c'est de faire justement ce dernier maillon qui est celui d'atteindre les communautés. Et de ce point de vue-là, même si ça rentre dans la recherche opérationnelle d'une manière générale, il est essentiel d'avoir en tête que ce soit un médicament, un vaccin ou un diagnostic, reste souvent des molécules chimiques jusqu'à ce que ça atteigne un patient. Et de ce point de vue-là, le rôle essentiel en recherche opérationnelle à avoir, au-delà des solutions techniques, de nous mettre dans des positions justement de bien comprendre les communautés pour délivrer les outils de contre-mesure. Merci Amadou. Je vais passer la parole maintenant à un autre directeur d'un institut de recherche important en France, qui est l'Institut I3M, l'Institut d'immunologie, d'inflammation, d'infectiologie et de microbiologie, qui est l'Institut INSERM. Et
Et je vais demander à Yazdan Pana, qui est directeur de cet institut, de nous dire un petit peu sa perception aussi du rôle de ces instituts étrangers, comme le sien, le rôle des partenariats, en particulier avec d'autres centres, instituts de recherche dont on a entendu parler durant ce panel. Yazdan. Merci beaucoup, merci Françoise. Tout d'abord, je voulais remercier les organisations, les organisateurs et en particulier et toi pour l'invitation. C'est un privilège, c'est un honneur d'être avec vous. Si je pouvais avoir les diapositives, merci beaucoup. Donc effectivement, alors, je ne pouvais pas parler de l'ensemble des maladies infectieuses, alors je me suis concentré sur les maladies émergentes. On en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, parce que je pense que, de la même façon que le VIH est un modèle pour la recherche, je pense que c'était intéressant ce qu'a dit Françoise, on vient tous ici, en dehors d'Amadou, du monde de VIH, moi y compris, et je pense que c'est un modèle de recherche, et je pense que les maladies émergentes sont en train aussi de devenir peut-être un modèle, même si c'est une recherche assez spécifique. Donc, et je vais parler du coup, comme je viens d'un institut du Nord, de l'importance de collaboration, des coopérations et des networks, en insistant sur ce que peut apporter, comme l'a dit Amadou, la recherche. Alors, dans les maladies émergentes, il faut répondre rapidement. Pour répondre rapidement, il faut être préparé. Et pour être préparé, ça a été dit, il faut des réseaux de surveillance, il faut anticiper les interventions qu'on va mettre en place. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'épidémie qui